Bonjour, c'est l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Aujourd'hui, début du baccalauréat en Bretagne et dans toute la France. 33 944 lycéens passent les épreuves cette année dans l'Académie de Rennes. L'entreprise Cargill Alanilis va fermer d'ici la fin de l'année. Première action des salariés ce mercredi matin. Et puis nous irons aussi à Quimper découvrir la nouvelle exposition du Musée des Beaux-Arts consacrée aux autoportraits. Nos invités sont sociologues Arlette Gauthier et Yvonne Guichard-Claudic. Bonjour. Bonjour Julie. Dans votre ouvrage Bretonne, point d'interrogation, vous vous interrogez sur la place des femmes dans la société bretonne. Alors existe-t-il un lien entre le genre, la culture et l'identité? Un sujet très vaste dont nous parlerons ensemble tout à l'heure. Et puis, comme tous les mercredis, à la fin de cette édition, c'est l'instant culture. Claire Landouer, bonjour. Bonjour. Vous faites partie de l'association Les Moyens du Bord et à vos côtés Marion Plumet, artiste. Bonjour. Vous serez exposée durant l'exposition Entrée libre qui débute le 18 juin à Morlaix, un événement autour de la démocratie, la citoyenneté et la société. Mais tout de suite, le point sur l'actualité de ce mercredi 15 juin en Finistère et en région. Et on ouvre cette édition avec le baccalauréat. Comme toujours, l'épreuve de philosophie a ouvert la marche ce mercredi matin. En Finistère, plus de 9 200 lycéens ont planché sur les sujets. En Bretagne, près de 34 000 élèves passent l'examen. Et parmi tous ces candidats, Zoé Delvalaise, lycéenne dans le Morbihan. Nos collègues de TB Sud l'ont suivie. 21h, J-1, à chacun sa technique de révision. Pour Zoé, ça a commencé par un petit peu chaque soir depuis un mois. Et depuis 2 semaines, c'est révision non-stop. Demain, première épreuve, la philo. Je le sens, c'est la philo, donc je pense que ça va le faire quand même, quoi. J'ai relu mes cours et puis j'ai pas forcément appris, donc j'ai quand même appris quelques citations pour les placer, mais sinon j'ai pas vraiment appris la philo. J'aimerais bien tomber sur la vérité. Ouais, j'aime bien ce sujet. Avec 12 de moyenne générale sur l'année, Zoé est plutôt sereine. Et du côté des parents, peu d'inquiétude non plus. Un peu d'appréhension, mais bon, je pense que tout va bien se passer. La philo, oui, non, je m'inquiète pas. Où je m'inquiète surtout, c'est matières donc principales. Où c'est assez difficile parce que c'est du par cœur. Donc, je pense que les révisions sont assez compliquées pour elle. Mais bon, je lui fais encore une fois confiance et je pense qu'elle est dans une bonne voie de réussite. Mais au réveil ce matin, la sérénité de Zoé s'est un peu envolée avec une nuit agitée. Un peu stressée quand même. Je me suis réveillée vers 2h. Je sais pas ce qui m'est arrivé, mais ouais, j'ai eu un peu du mal quand même. 7h30, le chrono défile. Rendez-vous donné devant le lycée, les candidats en profitent pour se détendre avant l'heure. Ça fait déstresser quoi, mais bon, il y a toujours les petites boules qui restent. Et c'est parti pour 4 heures d'épreuve. Ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble quand même. La croyance, ça va, j'aimais bien, mais c'était une disserte, donc non, j'ai préféré me pencher sur l'étude de texte. C'était sur l'art et la réalité de l'art. Et après, voilà, j'espère avoir la moyenne quand même, mais non, franchement, je me donne pas de notes en philo. L'an prochain, Zoé est admise en prépa infirmière à Lorient. Encore faut-il décrocher le précieux sésame. Résultat, le 5 juillet. Et comme chaque année, les sujets de philosophie donnent lieu à interprétation, on vous en donne quelques-uns. Travailler moins, est-ce vivre mieux? Nos convictions morales sont-elles fondées sur l'expérience? Ou encore, pourquoi avons-nous intérêt à étudier l'histoire? Mesdames, ça vous inspire ces sujets? Non. Oui. Arlette? Non, c'est des beaux sujets, oui, effectivement. Vous en auriez pris un, lequel des trois? Travailler moins, se vivre mieux, nos convictions morales sont-elles fondées sur l'expérience? Ou pourquoi avons-nous intérêt à étudier l'histoire? Je pense que j'aurais hésité entre les deux premiers. Hein. Travailler moins, se vivre mieux? Oui, mais peut-être que du coup j'aurais pris le deuxième parce qu'il était quand même un peu plus... Plus sociologique? Oui, sans nos doute. convictions morales sont-elles fondées sur l'expérience? Bon. Parce que l'histoire aussi quand même. Pour nous. L'histoire, c'est non, mais je trouve que ça reste moderne, ça non, reste. Mais il y a aussi quand même la question de la justification de ce qu'on pense. Pourquoi est-ce qu'on est tous tellement différents les uns des autres, qu'on a des
des moralités, enfin des points de vue moraux différents, tout ça, non, je trouve ça C'est intéressant. vrai que le deuxième je sens est que plus ça sociologique. Hein. Je sens que ça vous inspire. Bon alors, qu'en ont pensé les lycéens finistériens? Anaïs Plateau et Océane Laz se sont rendus à la sortie de l'épreuve devant le lycée brestois. Comment ça s'est passé? Bah, ça s'est bien passé, ça va. Il y avait un sujet qui était compliqué et puis l'autre qui était simple, donc ça allait. Du coup, t'as choisi le simple. Ouais, j'ai pas voulu trop risquer le jour du bac. Au feeling aussi, quoi, ça se passe. La philosophie, on essaye de faire ce qu'on sait, de ce qu'on a appris, les citations et tout ça. Bah, c'est de la philo, donc on n'est pas... C'est difficile de dire comment ça s'est passé exactement, c'est pas comme les maths. Ça a été, c'était pas des sujets trop compliqués. Ça va, ça s'est pas trop mal passé, mais bon, la philo c'est pas trop mon truc, donc d'abord j'ai regardé tous les sujets pour bien analyser lequel je voulais choisir et choisi la dissertation. J'avais révisé un peu, mais bon, pas non plus. Tu comptes sur la philo pour avoir ton bac? Je sais pas trop, je suis en S, donc je pense que les sciences sera mieux, mais bon, j'ai fait de mon mieux, donc... Je table pas trop sur la philosophie, j'avoue. Je table plutôt sur les matières à plus gros coefficients. Mais c'est bien de le passer parce que comme ça, ce sera bientôt fini, donc voilà. C'est du bien parce que moi j'en ai un peu marre de la semaine de révision. Et puis finalement on est pressé que ça se finisse, donc ça, on est pressé d'être en vacances. Social à présent, les salariés de Cargill Lanilis sont en grève ce mercredi. Ils réagissent à l'annonce de la fermeture de leur entreprise annoncée début juin. 65 salariés travaillent sur le site qui transforme des algues. Le groupe américain a racheté l'entreprise en 2006. On écoute Christian Favé, délégué syndical CFDT au micro de Christophe Boucher. Au lieu de continuer dans la voie agroalimentaire, on aurait pu se diriger vers une voie qui est purement pharmacie. Peut-être produire moins, certainement produire moins, donc générer moins de déchets, voilà, et apporter un produit de haute qualité. Ils ont oublié de créer un service développement de la chimie des algues en fin de compte. Voilà. À l'heure actuelle, il n'y a aucun chimiste dans l'usine. C'est comme si vous voulez, vous créez une boulangerie sans boulanger. Je pense quelque part que la direction aurait pu être carrément différente. Finalement, quelque part, si on ne dit rien, si on reste comme ça, je dirais que ne rien dire, c'est consentir. Donc on a besoin quelque part de s'extérioriser avant que les livres 1 et 2, le volet économique et le volet financier ne soient ouverts. Et l'usine Cargill Lanilis dans le Finistère devrait fermer à la fin de l'année, sauf si un repreneur se fait connaître. Politique et la venue d'Alain Juppé dans le Morbihan. Le candidat à la primaire Les Républicains, favori des sondages, s'est rendu à Vannes pour un meeting et on l'écoute au micro de nos confrères de TB Sud. Ce qui se passe ici est vraiment formidable parce que c'est la démonstration que d'abord les jeunes Françaises et les jeunes Français ont l'esprit d'entreprise, de la créativité, de l'inventivité. Toutes les idées qui m'ont été exposées ici sont magnifiques. Ensuite que le partenariat, ça fonctionne. Partenariat entre une très grande entreprise, Ubisoft, partenariat avec les collectivités locales, avec les différents acteurs pour accompagner ces jeunes créateurs. Et puis enfin, tous les territoires peuvent être concernés par le développement de ces activités. En général, on dit en France que seules les métropoles se portent bien. Eh bien, on démontre ici qu'à condition d'avoir une bonne couverture en très haut débit de l'ensemble du territoire, des entreprises peuvent s'installer dans des communes comme celle-ci. L'autoportrait, un exercice pictural qui a inspiré toutes les époques et tous les styles. Le musée des Beaux-Arts de Quimper a fondé sa nouvelle exposition autour de ce sujet très personnel. Les œuvres proviennent du musée d'Orsay à Paris. Visite guidée pendant l'installation avec Océane Laz. L'installation bat son plein. Il faut accrocher 40 autoportraits sur les murs du musée des Beaux-Arts de Quimper. La pièce maîtresse de la collection, ce Van Gogh de 1887, un an avant que le peintre ne se coupe l'oreille. Avant son installation, il est minutieusement vérifié par la régisseuse du musée, comme toutes les autres œuvres. La moindre petite poussière, en fait, fait une ombre sur la toile directement. On peut penser que c'est une lacune, alors que c'est simplement une petite poussière qui s'est posée sur le cadre et qui fait une ombre. Déballé, ausculté et installé au millimètre près, Van Gogh peut maintenant accueillir les visiteurs. Et il n'est pas le seul à trôner dans la pièce. Gauguin, Pissarro, Monet, Courbet sont là aussi.
À côté de ces illustres peintres, d'autres visages moins connus. Alexis Axilette, alors illustre inconnu pour nombre de gens. Vous verrez ces couleurs crues, cruelles, criardes, hein, comme on les appelle pour ce courant moderne. Il a presque un regard méphistophélique et je trouve qu'il a quelque chose de magnétique et ça permet de redécouvrir un artiste qui aujourd'hui est un peu oublié. Depuis que les autoportraits ont quitté le musée d'Orsay, ils ont déjà voyagé à Nancy et Clermont-Ferrand et leur tour de France s'achève à Quimper. Pour le directeur du musée, ces autoportraits sont aussi un moyen de soulever une véritable réflexion sur l'image. C'est pas simplement aligner des artistes célèbres, c'est aussi voir comment ils se sont perçus et comment ils ont traduit leur personnalité. Aujourd'hui, l'image est envahissante, elle est extrêmement répandue. Tout le monde connaît les selfies, tout le monde sait que l'on passe son temps à se prendre en photo. Je crois que c'est aussi important de voir comment les artistes, comment des grands peintres réfléchissaient à cette image et voulaient la transmettre à la postérité. Et pour transmettre leur image à la postérité, les amateurs d'art seront peut-être tentés d'oublier téléphone et selfie pour prendre les pinceaux et s'essayer à l'autoportrait. Et nos invités ont essayé non pas de dresser non pas leur autoportrait, mais le portrait des Bretonnes. On en parle tout de suite avec elles, c'est l'instant invité. Alors Arlette Gauthier et Yvonne Guichard-Claudic, vous êtes toutes les deux sociologues et vous vous êtes intéressées à la thématique des femmes bretonnes dans cet ouvrage Bretonne. Pourquoi ce sujet des femmes? Arlette, Yvonne, qui veut répondre? Le sujet des femmes, Arlette comme moi, on travaille d'une façon générale sur les questions de genre et aussi sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes, etc. Donc se poser la question des Bretonnes en général, ça rentrait un peu déjà dans votre thématique de travail. Voilà. Hein. Et c'était une matière à travail, la femme bretonne. Moi, je suis arrivée à Brest il y a 9 ans et c'est vrai que finalement, j'ai été assez surprise de voir qu'il n'y avait pas de livre. Il y a un très beau livre sur la question, sur l'histoire des femmes en Bretagne, mais qui était épuisé, et puis qui est moins contemporain, si on peut dire, même s'il y a des parties contemporaines que le nôtre. Et donc, du coup, on a eu envie, en fait, de travailler dessus. Hein. Alors, avec la rédaction, on a sélectionné plusieurs femmes, figures bretonnes. Vous nous expliquez un petit peu ce qu'elles peuvent représenter dans la construction féminine bretonne, si elles représentent bien les femmes bretonnes ou pas. Et on va commencer avec une plus célèbre, c'est Bécassine. Qu'est-ce que Bécassine représente ? Est-ce que c'est la bonne image de la Bretonne, finalement? Tout le monde dira que non. Ça a été d'ailleurs dessiné par une patronne qui était aussi directrice d'un magazine féminin et qui s'est un petit peu moquée de ce qu'elle voyait des travers ou comment elle imaginait sa femme qui est celle qui restait là. Et donc c'est vrai que c'était à une époque où il y avait beaucoup effectivement ça dit une vérité quand même. Ça dit quand même une réalité sociologique. Il y a beaucoup de Bretonnes qui étaient obligées de s'expatrier à Nantes, dans les métropoles, et qui du coup à l'époque, c'était quand même une époque où souvent elles ne parlaient pas le français. Et donc il y avait peut-être des difficultés dont se moquait effectivement un petit peu ce paysage, cette bande dessinée, qui en même temps, elle a aussi un côté sympathique, quoi, quand même. Oui, mais c'est vrai que c'est une image repoussoire, malgré tout, quand même. C'est un peu bête. Hein. Autre femme qui, aujourd'hui, a un symbole à travers la Bretagne avec sa coiffe, c'est la bigoudaine, qui est devenue un peu le symbole de la Bretonne. Est-ce qu'elle représente bien cette Bretagne, la bigoudaine? Qu'est-ce qu'elle dit des Bretonnes? Moi, je répondrais peut-être pas à qu'est-ce que dit la bigoudaine, mais est-ce qu'elle représente bien la femme bretonne? Je crois que dans notre livre, justement, on a essayé de... on a essayé de parler ou de faire parler, parce que c'est un ouvrage collectif, sur les femmes bretonnes, mais vraiment dans des facettes extrêmement nombreuses. Mais pourquoi la bigoudaine est devenue ce symbole comme ça? Mais parce que, je dirais pas un peu comme Bécassine, c'est parce que c'est pas du tout ça, mais c'est la coiffe en fait. Ouais. Je crois que la coiffe représente la tradition. Même, hein. La femme porte la tradition. C'est souvent ce qui est représenté, effectivement. On dit ça, alors qu'en fait,
dans la réalité, les Bretonnes ont souvent été un petit peu à l'avant-garde. Dans un livre assez célèbre, par exemple, on disait que c'était les femmes qui avaient un peu poussé les femmes bretonnes agricultrices qui avaient poussé leurs conjoints à moderniser leurs habitations, enfin leur ça, c'est avec la jeunesse agricole catholique dans les années 30 glorieuses. Avoir bénéficié de tout le confort moderne. Donc ça demandait, est-ce qu'il fallait que les maris fassent des investissements importants pour réussir à payer tout ça. Bon. Une autre femme d'avant-garde aussi, c'est Joséphine Pencallet, la première femme élue à un conseil la première femme élue à un conseil municipal à Douarnenez. Elle aussi, c'est une figure d'avant-garde qui représente cette Bretonne qui avance. Je sais pas si on peut dire ça. C'est sûr que, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que d'un point de vue politique, sa position était une position d'avant-garde, puisqu'elle était élue alors que les femmes n'étaient même pas électrices. De voter, ouais. Donc, sa position objective, oui, c'était une position d'avant-garde, mais en même temps, si on lit l'article qui lui est consacré dans l'ouvrage, on verra que c'est un petit peu ambigu, parce que d'un côté, elle est mise en avant et le parti qui la porte la met en avant aussi, mais au bout du compte, quand l'élection sera considérée comme non valable et puis que finalement il faudra la remplacer, finalement elle retombe dans l'ombre et puis au bout du compte on n'en parle plus très rapidement. C'est un peu le paradoxe d'une idée qui est très générale, c'est le matriarcat breton. Finalement on met en avant les femmes mais ça masque des inégalités qui sont bien réelles. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce matriarcat breton, en quoi il est représentatif, enfin, qu'est-ce qu'il dit, cette idée? C'est une idée qui a été lancée par des psychosociologues qui notamment se sont servis de dessins d'enfants où les enfants bretons, à la différence des enfants français, ils représentent les mères comme énormes et les pères comme tout petits. Et ça représente peut-être une certaine réalité au niveau du fonctionnement familial, ou peut-être que le père est peut-être moins présent. Donc il existe ce matriarcat breton? Mais ça ne veut pas dire du tout dire le matriarcat. Le fait que vous fassiez tout à la maison, vous soyez très présente et tout ça, c'est pas tellement un signe de matriarcat. C'est plutôt l'inverse. Moi, c'est l'inverse. Moi, j'ai travaillé sur les femmes de marins, donc on dit tout le temps les femmes de marins sont des matriarches et tout ça. Alors, c'est sûr qu'elles ont, comme tu dis Arlette, énormément de responsabilités domestiques, etc. Mais en même temps, là aussi, c'est une image qui ne plaît pas du tout aux jeunes générations, parce que finalement, on n'est pas aujourd'hui dans l'idée que le pouvoir domestique, c'est le pouvoir à prendre. On est plutôt dans l'idée que, finalement, justement, ces questions domestiques, il faudrait peut-être les partager. La langue bretonne est en pleine sauvegarde, et c'est une langue dite maternelle. Est-ce que les femmes jouent un rôle dans la sauvegarde du patrimoine et de la culture ici en Bretagne? Est-ce que c'est elles qui portent ces valeurs-là et qui aident à... Alors là, il y a un article de Catherine Adam et de Gaëlle Violot sur la question qui ont montré que ça a été très paradoxal parce que les femmes ont été les premières finalement à abandonner la langue bretonne. D'accord. Et puis après, par contre, là en ce moment, ce sont souvent elles qui vont... Mais en même temps, c'est assez compliqué. Il y a vraiment beaucoup de négociations dans le couple et tout ça. Et elles vont souvent, en fait, trouver que c'est bien de mettre l'enfant, par exemple, à Diwan ou à maintenir, parce que c'est aussi une façon d'apprendre une langue étrangère et que ça rendra plus facile après d'autres acquisitions. Hein. Merci à toutes les deux d'être venues sur ce plateau pour nous parler de cet ouvrage bretonne, point d'interrogation. On parle à présent de la nouvelle exposition de l'association Les Moyens du Bord à Morlaix. C'est l'Instant Culture. Claire Landouer, vous faites partie de l'équipe qui a préparé l'exposition Entrée libre à Morlaix. Oui, et avec vous, Marion Plumet, artiste présentée du 18 juin au 18 septembre. Alors avant de parler de votre travail, Marion, Claire, parlez-nous de ce projet Entrée libre. Dans le descriptif, vous indiquez vouloir nous interroger, nous, citoyens, sur la démocratie, la citoyenneté et notre place dans la société. Oui, alors c'est une thématique que nous allons aborder avec deux artistes, donc à savoir Lika Guimau et Laureline Colavisa. Ça, c'est ça. Elles vont faire un travail durant cette exposition autour de la laïcité ce samedi. Ce sera une performance. C'est le vernissage, donc il y aura une performance de fête en lien avec le public. Donc il y aura vraiment un échange avec les personnes, c'était leur objectif, et d'une façon ludique et par le biais de l'art, faire passer des messages. C'est vraiment. C'est vrai que la laïcité, c'est une thématique qui résonne depuis quelques mois dans l'actualité. L'art permet
de faire passer des idées, d'avoir une nouvelle approche. Oui, et à plusieurs générations, peut-être aux enfants. Si c'est aussi une façon plus ludique de faire comprendre certains concepts. Ouais. Alors l'exposition couvre différents lieux, ça ne se passe pas seulement à Morlaix et ça s'attache comme toujours avec l'association Les Moyens du Bord à mettre en avant l'art contemporain. Oui, complètement, parce que comme vous l'avez dit, il y a une partie qui va du coup être exposée dans la manufacture, dans nos locaux Moyens du Bord, manufacture des tabacs à Morlaix. Et donc dans cette exposition, vous pourrez aussi découvrir l'architecture du groupe Bivouac, en fait Bivouac Architecture. Leur objectif à eux, c'était de réaménager le mobilier urbain en mobilier convivial, solidaire, donc ils rattachent un petit peu des petits bancs entre eux. Donc vraiment l'idée c'est de montrer ce côté solidaire. Et dans une autre partie, au cloître Saint-Égonnec, on pourra voir une exposition en grand format d'un couple de cinéastes et photographes engagés, donc les Le Garec, Félix et Nicole, qui seront également présents au vernissage. Et donc ça, c'est le deuxième vernissage qui aura lieu donc le dimanche 19 à 16h. Donc à 16h au cloître, on se retrouvera tous. Et Marion, vous serez aussi exposée au cloître? Alors moi, je serai à la fois exposée au cloître Saint-Égonnec et au Moyen du Bord à Morlaix. Alors votre travail pour Entrée Libre s'intéresse aux femmes emportées et aux femmes qui portent. Expliquez-nous. Alors Femmes emportées et Femmes qui portent, ce sont les titres de 2 des séries que je présente au Moyen du Bord. Il y en a 3 en tout, la 3e s'appelle Les Combattantes. Et du coup, dans ce travail, je m'intéresse aux femmes qui migrent, aux femmes migrantes et à la place des femmes dans la guerre. L'idée de migration se cache derrière ça. En quoi c'est les événements actuels qui vous inspirent? Oui, évidemment, ce sont des sujets qui sont hélas très d'actualité. Mais quand ils sont traités, on oublie souvent de dire que beaucoup de ces personnes qui sont contraintes de quitter leur pays sont des femmes. Elles sont complètement invisibilisées. Voilà, donc moi par le dessin, j'avais envie de les remettre sur le devant de la scène. Oui, c'est ça, c'est des dessins, mais c'est en noir et blanc. Pourquoi cette technique, cette approche? Alors le noir et blanc, je ne saurais pas vraiment dire pourquoi. C'est vraiment, je ne saurais pas répondre. Le rendu, en tout cas, est assez impressionnant parce qu'on a collé sur différents supports, des murs, voilà. Et justement, le noir et blanc, ça fait un contraste de loin, ça crée presque du relief, en fait. Enfin, vous verrez si vous vous promenez dans ces villes-là, au Cloître et à Morlaix. Du côté des chiffonniers et de Caritas, donc 2 associations qui sont aussi portées volontaires pour afficher les œuvres. Et honnêtement, le résultat est très impressionnant. Ouais. Alors Claire, vous parliez tout à l'heure de Félix et Nicole Le Garec, 2 artistes engagés. On va pouvoir revoir les photos, leur travail. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de remontrer leur œuvre? Eh bien justement, il y a toute une partie sur laquelle ils ont travaillé dans leur début sur Plogoff. Sur Plogoff, voilà. C'est là qu'ils se sont illustrés en 1980, effectivement. Voilà, donc on a toutes les petites, des petits extraits en photo avec des petits descriptifs. Il y aura aussi leur livre qui sera possible de feuilleter au moyen contre des fusils, ouais. Voilà, et tout un espèce de registre, un tracé de vie en fait, le chemin qu'ils ont fait, les choix qu'ils ont dû faire, l'achat de pellicules qui à l'époque était très cher. Donc, vraiment une thématique sur leur décision, voilà, d'être engagés et voilà, de prendre le risque d'expliquer, de faire partager des choses. Et puis c'est marrant parce qu'on peut un peu faire le parallèle avec Plogoff et ce qui se passe aujourd'hui. Ouais, à la Z de Notre-Dame-des-Landes, vous pensez par exemple? Aussi, voilà, c'est un petit peu le parallèle que les visiteurs pourront faire en voyant toutes ces œuvres s'enchaîner. Et, cette lutte des Bretons, voilà, anti-nucléaire. Donc il y aura ces œuvres-là et aussi des petits extraits du film 20 ans dans les Aurès. Ouais, que j'ai... Dans les Aurès, oui, tout à fait. Voilà. De René Vauthier. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Scénographié par Nicole Le Garec. Oui, parce qu'ils étaient très complices tous les 3. Effectivement, un trio d'artistes engagés. Mais merci beaucoup d'être venus nous parler de cette exposition Entrée Libre. Vous retrouvez toutes les informations concernant cette exposition à Morlaix sur notre site internet. Et tout de suite, on passe au Focus Programme. Et ce jeudi à 20h45, découvrez un athlète finistérien, Warren Barguil, l'espoir du cyclisme breton et français. On regarde un extrait du documentaire qui lui est consacré. Le voilà, Warren Barguil, celui qui accélère pour John Degenkolb.
Un documentaire à retrouver à 20h45 ce jeudi sur TBO. Merci beaucoup, mesdames, d'être venues sur notre plateau. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure. Très bonne soirée.